La montée au sommet, l'ascension fulgurante de Stromae avant le chaos, avant que la douleur ne vienne obscurcir son horizon, Paul Van Haver, plus connu sous son nom de scène Stromae, était l'un des artistes les plus brillants de sa génération. Son nom résonnait dans les quatre coins du monde, ses chansons devenaient un des hymnes, et son style unique, un mélange éclectique d'électro, de rap, de chansons françaises et de rythmes africains, captivait le public au-delà des frontières. Pourtant, derrière les projecteurs et les trophées, se cachait un homme sensible, lucide, profondément humain, et tragiquement vulnérable à la trahison la plus dévastatrice de sa vie. Une enfance marquée par l'absence. Paul est né à Bruxelles le 12 mars 1985 d'une mère flamande et d'un père rwandais. Il grandit sans la figure paternelle, ce dernier ayant été assassiné durant le génocide rwandais de 1994. Cette absence entra Stromae toute sa vie. Sa mère, une femme forte et dévouée, l'élève seule avec ses frères et sœurs dans une ambiance stricte mais bienveillante. Dès son plus jeune âge, Paul est fasciné par la musique. Il écoute Jacques Brel, Brassens, MC Solar, mais aussi la rumba congolaise, la house et la techno. Cet éclectisme forgera l'identité artistique du futur Stromae. À l'école, il se sent souvent en décalage, à la fois trop rêveur et trop intelligent pour se fondre dans la masse. Il se réfugie dans la musique, commence à composer dès l'adolescence et adopte le pseudonyme Stromae, un verlan de maestro qui deviendra bientôt légendaire. Le phénomène Stromae, naissance d'une icône. C'est avec le titre « Alors on danse » que Stromae explose littéralement. Sorti en 2009, ce single devient un tube planétaire. Le titre parle pourtant de dépression, de solitude, d'aliénation au travail, des thèmes sombres portés par un beat électro entraînant dans un contraste saisissant. C'est là la force de Stromae. Aborder l'angoisse existentielle avec des mélodies que l'on fredonne sans s'en rendre compte. L'album Cheese qui suit est un succès, mais c'est Racine Carrée, 2013, qui le propulse au rang de génie. Avec des titres comme Formidable, Papa Outaï, tous les mêmes, il dissèque la société, les rapports humains, la parentalité absente, l'hypocrisie masculine, la souffrance mentale. Il ne chante pas seulement, il observe, critique, confesse. La mise en scène de ses clips, son look vestimentaire rétro-futuriste, sa danse robotique, tout est pensé. Stromae n'est pas un chanteur, c'est une œuvre d'art vivante. L'amour inattendu, Stromae rencontre Coralie Barbier. C'est au sommet de sa gloire que Stromae rencontre Coralie Barbier, une styliste belge au regard doux et au style singulier. Entre eux, le coup de foudre est immédiat. Coralie n'est pas seulement une compagne, elle devient sa muse, sa collaboratrice, celle qui l'aide à construire l'image visuelle de Stromae, de ses clips à ses tenues scéniques. Ils se marient en décembre 2015 dans une cérémonie secrète, loin du tumulte médiatique. Stromae semble enfin trouver un équilibre. Les médias parlent d'un homme transformé, apaisé, épanoui. En apparence, tout semble parfait, mais les apparences sont parfois les masques les plus cruels. Le combat contre les ténèbres. Derrière le rideau du succès, Stromae lutte avec des démons invisibles. À partir de 2016, il s'efface peu à peu de la scène publique. Officiellement, il souffre des effets secondaires d'un traitement antipaludéen, le Lariam, prescrit à l'époque d'un voyage en Afrique. Mais la réalité est plus complexe. Stromae est en proie à des crises d'angoisse violentes, des troubles dépressifs et des moments d'égarement mental si intenses qu'il pense parfois perdre la raison. Il confie en interview avoir eu peur de mourir, de devenir fou. Durant cette période, Coralie est à ses côtés. Elle l'aide à traverser l'épreuve, à se reconstruire, à trouver un sens à son existence en dehors de la scène. En 2018, ils deviennent parents. Un petit garçon naît, dont le prénom est gardé secret. Stromae devient père, ironie du sort pour celui qui n'a jamais vraiment connu le sien. Le retour sous les projecteurs et l'ombre grandissante. En 2022, Stromae revient avec un nouvel album, Multitude. L'accueil est enthousiaste, les critiques sont dithyrambiques. On y retrouve un Stromae plus apaisé, plus mature, mais toujours lucide, toujours dérangeant dans sa vérité. Le titre « L'Enfer », interprété en direct à la télévision, aborde frontalement les pensées suicidaires. L'artiste se met à nu, bouleverse, émeut. Mais pendant ce temps, dans l'ombre, un lent glissement s'opère dans sa vie privée. Ses absences répétées, les tournées, les interviews, et peut-être le poids d'un amour déséquilibré. Ce que personne ne soupçonne, pas même lui, c'est que l'infidélité rôde, silencieuse comme une trahison en devenir. Les premiers soupçons, les silences qui parlent. C'est au printemps 2025 que Stromae commence à remarquer des changements subtils chez sa femme. Coralie, habituellement douce et présente, devient distante, préoccupée. Elle sourit moins, évite les conversations profondes, passe plus de temps sur son téléphone, prétend travailler tard sur de nouveaux projets de mode. Au début, Stromae met cela sur le compte de la fatigue, de la parentalité, du stress professionnel. Mais les signes s'accumulent. Une fois, il la surprend en train d'effacer un message sur son téléphone.
Une autre fois, il entend un nom masculin prononcé dans son sommeil. Des détails minuscules, mais qui laissent une empreinte brutale dans son esprit hypersensible. Pour un homme qui a fait de la vérité émotionnelle sa marque artistique, la trahison est une douleur qu'il ne sait pas gérer. Le nom de l'amant, un visage familier, une douleur décuplée. Ce n'est qu'en été que la vérité explose. Et le choc est d'autant plus dévastateur que l'amant de Coralie n'est pas un inconnu. Ce n'est ni un mannequin, ni un styliste, ni un homme de passage, non. Il s'agit d'un ami proche du couple. Un photographe belge réputé, collaborateur artistique de Stromae depuis plusieurs années, ayant travaillé sur plusieurs projets visuels. Un homme que Stromae considérait comme un frère. En découvrant cela, d'abord à travers un mail mal effacé, puis via des confidences anonymes, Stromae ne crie pas, ne frappe pas, ne s'effondre pas. Il se fige. Le choc est glacial, total, irrémédiable. L'implosion intérieure, un artiste au bord du précipice. Ce que vit Stromae à ce moment-là ne peut être mis en mots que par ses propres paroles. Il confiera à un proche « J'ai l'impression d'avoir été effacé, remplacé dans mon propre film ». Il se replie sur lui-même, annule ses apparitions publiques, cesse toute création musicale, il s'éloigne même de son fils pendant quelques semaines, incapable de gérer l'émotion. Mais ce n'est pas la colère qui le consume, c'est la trahison de la confiance, l'effondrement d'un monde qu'il croyait solide. La vérité éclate, une trahison révélée est l'onde de choc dans la vie de Stromae. Après des mois de soupçons, de silence pesant et de gestes qui trahissent plus que 1000 mots, la vérité éclate comme une déflagration dans la vie de Stromae. Ce qui aurait pu être une simple fissure dans un couple devient une faille béante qui l'engloutit tout entier. Ce chapitre explore les circonstances précises de cette révélation bouleversante, les réactions de Stromae et les conséquences tragiques sur son entourage artistique, sa santé mentale et sa perception de l'amour lui-même. Une découverte brutale, le message de trop. Tout commence par une nuit d'insomnie. Stromae, en proie à des pensées sombres, ne parvient pas à dormir. Il se lève pour boire un verre d'eau, passe devant le bureau de Coralie et voit que son ordinateur est resté allumé. L'instinct le pousse à s'approcher. Ce n'est pas de la curiosité malsaine, mais une sorte d'intuition désespérée, celle d'un homme au bord du gouffre qui cherche une preuve qu'il n'est pas fou. Ce qu'il découvre dépasse ses pires craintes. Un échange d'emails intimes, explicites, passionnés, entre sa femme et Julien, le photographe avec qui il a collaboré depuis ses débuts. Le ton du message ne laisse aucun doute. Ils vivent une relation depuis plusieurs mois, se sont retrouvés à Paris, à Anvers, à Amsterdam. Ils se sont même aimés dans la maison même où Stromae vivait avec Coralie et leur fils. Le chanteur ne crie pas, ne pleure pas immédiatement. Il reste pétrifié, figé devant l'écran, le cœur battant comme un tambour de guerre. C'est un silence assourdissant, un moment suspendu où la réalité se brise et où le sol se dérobe sous ses pieds. La confrontation, des vérités lancées comme des couteaux. Le lendemain matin, Stromae ne dit rien immédiatement. Il prépare le petit déjeuner de son fils, tente de sourire, mais ses mains tremblent. Coralie remarque son trouble mais semble gênée elle-même, comme si elle sentait que quelque chose avait été dévoilé. Ce n'est qu'en fin de journée, quand leur fils est chez sa grand-mère, que la confrontation a lieu. Stromae ferme la porte, s'assoit face à Coralie, la regarde dans les yeux et prononce ces mots simples. « Depuis combien de temps tu me trahis avec Julien ?» Le silence qui suit est plus criant que n'importe quel hurlement. Coralie détourne le regard, reste muette quelques secondes, puis murmure « Ce n'était pas censé arriver comme ça ». Cette phrase, anodine en surface, est pour Stromae un coup de poignard dans le cœur. Elle ne nie pas, elle ne tente même pas de se justifier. Elle reconnaît tout dans un aveu à peine formulé, mais profondément brutal. Ce soir-là, aucun meuble n'est cassé, aucune voix n'est élevée. Mais un monde s'effondre dans un silence glacial. La réaction de Stromae, repli, solitude et chaos intérieur. Dans les jours qui suivent, Stromae disparaît littéralement de la surface médiatique. Il annule discrètement ses prochains engagements, refuse toute interview, quitte les réseaux sociaux. Il s'enferme chez lui ou part s'isoler dans un chalet perdu en Ardennes. Il coupe le contact avec tout le monde, ses collaborateurs, ses amis et même sa famille. Il ne répond à aucun message, ignore les appels. Seul son frère Luc Junior, son bras droit de toujours, réussit parfois à obtenir une réponse lacunaire. « Je suis vivant, mais plus tout à fait ». Cette descente aux enfers rappelle aux fans les sombres périodes de 2016-2017 où Stromae avait souffert d'une dépression sévère. Mais cette fois, la trahison vient de l'intérieur. Ce n'est pas une maladie, un médicament, un burn-out, c'est une blessure au cœur, à l'âme. Le choc dans l'entourage artistique, loyauté brisée, la nouvelle de la trahison se répand comme une traînée de poudre dans les cercles artistiques belges et français. Julien, le photographe, est immédiatement écarté de tous les projets liés à la marque Mosaert, le collectif artistique fondé par Stromae et Coralie. Certains membres de l'équipe sont abasourdis. D'autres se disent qu'ils avaient remarqué quelque chose dans les échanges entre Coralie et Julien, mais n'osaient ne pas y croire. Des tensions surgissent. Qui était au courant? Qui a couvert?
Des amis communs doivent choisir un camp. Certains soutiennent Stromae inconditionnellement. D'autres, plus neutres, tentent de temporiser. Mais le mal est fait, la confiance est détruite, la famille artistique de Stromae est fracturée. Coralie s'explique publiquement, entre mea culpa et silence, face à l'avalanche médiatique déclenchée par des fuites dans la presse people belge, Coralie finit par publier un communiqué sobre, sans entrer dans les détails. Je suis consciente d'avoir blessé l'homme que j'ai le plus aimé au monde, je ne chercherai pas à me justifier. Ce qui s'est passé relève de l'intime, et je demande le respect du silence pour protéger notre fils. Cette déclaration, qui se veut digne, est accueillie avec colère par les fans de Stromae. Certains l'accusent de duplicité, d'avoir détruit un homme déjà fragile. D'autres soulignent qu'il n'y a jamais de bonne façon de trahir, et que le fait que l'amant soit un ami du couple rend la chose 1000 fois plus grave. Coralie, pour sa part, disparaît aussi de la sphère publique. Elle quitte temporairement les réseaux sociaux, annule une collaboration avec une maison de mode parisienne et se réfugie dans un silence glacé. L'opinion publique, un soutien massif à Stromae. Alors que l'histoire se propage dans les tabloïds et les réseaux sociaux, la vague de soutien envers Stromae est sans précédent. Fans, artistes, journalistes, anonymes, tous dénoncent l'infidélité dont il a été victime. Des hashtags comme « Jage force Stroma »,« J'ai trompé mes debout » ou encore « J'ai justice pour Paul » envahissent X, anciennement Twitter et Instagram. Des artistes comme Angèle, Orelsan, Christine and the Queens, Amadou and Mariam ou encore Juliette Armanet envoient publiquement des messages de soutien à l'artiste belge. Certaines voix s'élèvent aussi pour dénoncer la banalisation des trahisons dans les couples de célébrités, rappelant que derrière le personnage public, Paul Van Haver reste un homme fragile, sensible, en quête d'amour vrai. Une spirale dangereuse, rechute psychologique, privé de repères, blessé par celle qu'il aimait, trahi par un homme qu'il considérait comme un frère, Stromae retombe dans une profonde détresse mentale. Des sources proches évoquent des crises d'angoisse, des périodes d'insomnie, des idées noires. Il refuse toute aide psychologique dans un premier temps, affirmant à son frère « Je dois d'abord comprendre ce que j'ai raté ». Mais il n'a rien raté. Il a aimé avec confiance, il a été trahi, et pourtant, il cherche les fautes chez lui. Une chanson inachevée. Le cri du cœur, jamais publié parmi les révélations les plus poignantes, figure un élément que peu de gens connaissent. Stromae aurait, quelques semaines avant de découvrir la trahison, commencé à écrire une chanson intitulée « Miroir fêlé ». Ce morceau jamais sorti évoque dans un brouillon retrouvé. Je me regarde sans me voir, toi dans mes yeux, toi dans mon noir, miroir fêlé, image brisée, tu m'as quitté sans bouger. Des mots déchirants qui semblent aujourd'hui prémonitoires, comme si son inconscient avait capté les signaux bien avant sa conscience. Le fils au milieu, protéger l'innocence dans le chaos, au milieu de ce séisme émotionnel, il y a un enfant. Un petit garçon innocent, fruit d'un amour qui, à un moment donné, fut sincère. Stromae, malgré sa douleur, refuse que son fils soit instrumentalisé dans ce drame. Il met en place une garde partagée dans le calme et la discrétion. Il refuse de parler de lui publiquement. Ses rares mots à ce sujet sont bouleversants. « Je peux tout perdre, ma musique, ma santé, mon amour, mais pas la lumière dans les yeux de mon fils. » L'art, comme vengeance, la résurrection intime et artistique de Stromae. Après l'effondrement, vient parfois la renaissance. Une renaissance lente, douloureuse, incertaine, mais puissante. Pour Stromae, trahi dans l'intimité la plus sacrée, ce chapitre de sa vie aurait pu être un point final. Mais dans le silence et la solitude, l'artiste a retrouvé une voix. Pas la même qu'avant. Une voix plus grave, plus blessée, mais aussi plus vraie, plus essentielle. Ce chapitre retrace la transformation profonde de Stromae après l'éclatement de son couple, son retour progressif à la création, ses luttes intérieures, ses projets secrets et la manière dont il a transformé sa douleur en arme poétique. L'isolement volontaire, une retraite spirituelle et artistique. Les semaines qui suivent dans la rupture sont marquées par un retrait complet. Stromae quitte Bruxelles, il se réfugie dans une maison isolée en bordure des Vosges, à l'abri des regards, sans réseau, sans obligation. Il n'a qu'un piano, un carnet de notes et ses pensées. Ce n'est pas un simple isolement, c'est une retraite intérieure. Il jeûne parfois, dort peu, lit énormément, de la poésie, des essais philosophiques, des textes religieux. Il redécouvre Khalil Gibran, Camus, Simone Weil, Léonard Cohen et surtout Brel, qu'il écoute en boucle. Il commence à écrire. Pas encore pour chanter, d'abord pour comprendre. Des pages entières de colère, de tristesse, d'interrogation. Il écrit à Coralie sans lui envoyer une seule ligne. Il imagine parler à Julien. Il écrit même des lettres à son fils, pour plus tard. Des lettres sur l'amour, sur la trahison, sur la vérité. La création revient, d'abord sous forme de douleur. Après plusieurs semaines sans musique, Stromae s'installe un mini-studio rudimentaire. Il n'a ni micro professionnel, ni producteur, ni machine de guerre, juste un vieux synthétiseur, une boîte à rythme et un logiciel de base.
Un matin, au réveil, il joue une suite d'accords mineurs. Une mélodie triste naît, puis une phrase « J'étais ton roi, t'étais mon crime ». Il la répète, l'enregistre, l'étouffe, puis recommence. Il compose ainsi une vingtaine de maquettes, toutes centrées sur la douleur de la trahison, le vertige de l'abandon, la recherche d'une paix impossible. Certains titres sont d'une noirceur absolue, tomber sans cri, un fauteuil vide, dormir avec des fantômes. D'autres, au contraire, surprennent par leur lueur d'espoir comme renaître de rien ou encore vivant. Ces morceaux, bien qu'inachevés, marquent une renaissance artistique, une vengeance douce, pas contre Coralie mais contre le néant. L'appel inattendu d'un ami fidèle, alors que Stromae est encore en repli, un appel bouleverse sa solitude. Il s'agit d'Orelsan, rappeur français avec qui il entretient une amitié sincère depuis des années. Orelsan, discret, pudique, lui envoie un simple message vocal. « Frère, on t'attend pas, mais si tu veux revenir, on est là. Moi je suis là. » Cette main tendue bouleverse Stromae. Il ne répond pas tout de suite, mais cela ouvre une fissure dans la carapace. D'autres messages suivent. Angèle, Big Flo, Eoli, Yael Naïm, Christine and the Queens. Aucun ne parle de musique. Tous parlent d'amour, d'amitié, de présence. Ce soutien inattendu ranime une flamme éteinte. Stromae comprend qu'il n'est pas seul, que malgré la trahison, la fidélité existe encore. Le projet secret, une œuvre cathartique. En automne 2025, Stromae revient à Bruxelles et s'enferme dans les studios Mosaer, désertés depuis des mois. Il ne dit rien à la presse. Il ne fait pas de retour officiel, mais il commence à travailler sur un projet secret, entièrement écrit, produit et réalisé par lui seul. Le projet s'intitule provisoirement Vertige. Il ne s'agit pas d'un album traditionnel, mais d'un triptyque musical accompagné d'un court-métrage de 25 minutes et d'un recueil de poèmes. Un projet hybride entre musique, cinéma et littérature. Une œuvre totale comme un cri silencieux. Chaque partie du triptyque correspond à une phase. Chute, la douleur pure, la découverte de la trahison, la désorientation, abîme, le vide, la dépression, la perte de sens, résurgence, la lente remontée, l'acceptation, la transformation. La voix de Stromae y est plus grave, parfois presque chuchotée. Les sons sont bruts, les rythmes cassés, les silences assumés. C'est une œuvre inconfortable mais nécessaire. Il ne cherche plus à plaire, il cherche à survivre. Une interview bouleversante, Stromae rompt le silence. Début 2026, à la surprise générale, Stromae accepte une interview exclusive avec Léa Salamé sur France Inter. Il y apparaît mince, fatigué, mais lumineux. Son regard est celui d'un homme qui a traversé l'enfer, mais en est de sorti vivant. Pendant l'entretien, il ne nomme jamais Coralie ni Julien. Il parle en termes généraux, mais ses mots frappent. On pense que l'amour suffit. Mais parfois, l'amour seul ne protège pas de la trahison. Ce n'est pas un échec d'avoir aimé. C'est un échec de ne plus pouvoir faire confiance. Je n'écris plus pour briller, j'écris pour ne pas sombrer. Il évoque aussi la paternité. « Mon fils ne m'a pas sauvé, mais il m'a rappelé pourquoi je devais rester debout. » Cette interview, vue par des millions de personnes, déclenche une vague d'émotions dans le public. Les gens voient enfin le cœur derrière l'artiste, l'homme derrière la machine à tubes. Les coulisses de Vertige, confidence d'un chef-d'œuvre. Quelques semaines plus tard, un teaser énigmatique apparaît sur les réseaux sociaux. Une simple phrase sur fond noir. « Quand l'amour te jette, la musique te relève. » Puis la date, 13 mars 2026. Le projet Vertige sort en exclusivité sur une plateforme indépendante. Il n'y a pas de promotion, pas d'interview supplémentaire, pas de clip commercial. Et pourtant, c'est un raz-de-marée émotionnel. Les fans découvrent un Stromae plus humain que jamais, plus nu que jamais. Il parle du livide, des photos supprimées, du parfum oublié, mais aussi du pardon, de la beauté après la ruine. Le court-métrage qui accompagne le projet montre un homme errant dans une ville vide, poursuivi par des ombres. À la fin, il s'arrête devant un miroir brisé, s'observe et sourit. C'est le seul sourire du film. Mais il dit tout, une réconciliation avec lui-même. Au fil des mois, Stromae reprend goût à la vie, lentement. Il commence à revoir ses amis, reprend des balades avec son fils, se remet à cuisiner, à peindre. Il ne parle plus de retour, mais de réancrage. Il affirme « Je ne veux plus vivre dans le futur, ni dans le passé, juste dans ce que je ressens maintenant. » Il ne cherche plus à reconstruire l'image d'un couple brisé. Il reconstruit un homme, et c'est plus fort. La vengeance douce, vivre mieux, créer plus fort. Stromae ne s'abaisse jamais à des règlements de compte public. Il ne critique pas Coralie. Il ne répond pas aux spéculations, il ne participe pas au lynchage médiatique. Sa vengeance, c'est son œuvre. Sa résilience, en coulisses, Julien perd de nombreux contrats. Il est écarté de plusieurs festivals, mais Stromae ne jubile pas. Il confie à un ami « Je ne veux pas qu'il tombe, je veux juste ne plus jamais croiser son ombre. » Sa seule arme, c'est sa musique. Et avec Vertige, il frappe là où personne ne s'attendait, dans le cœur.
Une cicatrice à jamais, les derniers Gémeaux, une nouvelle vie et la paix retrouvée. Après la tempête, après les cris silencieux, après l'œuvre cathartique, Stromae entre dans une nouvelle phase de sa vie. Ce n'est pas un retour triomphal comme le cinéma le fantasme, ni une revanche éclatante. C'est un chemin discret, profondément humain, marqué par la reconstruction, la parentalité et le deuil d'un amour trahi. Pourtant, au cœur de cette nouvelle réalité, une lettre inattendue vient raviver les cendres. Ce chapitre final explore les derniers développements de cette saga intime. La réaction du public à l'œuvre Vertige, la manière dont Stromae se redéfinit et la fermeture douloureuse mais nécessaire d'un chapitre de sa vie. L'impact de Vertige, une œuvre qui transcende la douleur. Dès sa sortie, le projet Vertige devient un phénomène culturel. Pourtant diffusé de manière confidentielle, sans major, sans campagne marketing, il s'impose par sa force brute, son authenticité, son dépouillement émotionnel. Critiques et fans s'accordent, c'est l'œuvre la plus intime et la plus universelle de Stromae. Certains critiques le comparent à L'Homme à la Mancha, d'autres à The Wall de Pink Floyd pour sa structure narrative en triptyque. Mais tous s'accordent à dire que jamais l'artiste n'avait été aussi sincère. Le morceau Un fauteuil vide en particulier bouleverse. Tu disais que j'étais ton port d'attache, mais tu naviguais ailleurs quand j'étais naufrage. Les réactions affluent. Une jeune femme écrit « J'ai quitté mon mari. Cette chanson m'a donné le courage. » Un homme partage « J'ai compris que je n'étais pas seul dans ma douleur. » Un psychanalyste l'utilise même comme support pour des patients victimes de trahison affective. L'art de Stromae devient un miroir dans lequel des milliers de personnes osent enfin regarder leurs propres blessures. Le silence de Coralie, jusqu'à cette lettre. Pendant de longs mois, Coralie Barbier reste invisible. Elle ne donne plus d'interviews, ne réapparaît pas publiquement, mais sa carrière de styliste en pause. Tout le monde suppose que le lien entre elle et Stromae est irrémédiablement rompu. Mais un matin d'été, dans la boîte aux lettres de l'artiste, une enveloppe manuscrite sans adresse de retour. À l'intérieur, une lettre, 14 pages, écrites à la main. Pas de titre, pas de justification, juste une phrase d'introduction. « Tu n'as pas à me lire, mais j'avais besoin de te l'écrire. » Une lettre bouleversante. Entre regret et lucidité, dans cette longue missive, Coralie ne cherche pas à se faire pardonner. Elle ne nie rien, n'excuse rien. Elle raconte simplement, avec honnêteté, ce qui s'est passé dans son cœur, son esprit. Je t'aimais, je t'aime encore d'une certaine manière, mais je me suis perdue, pas dans un autre homme, mais dans mon propre vide. Elle évoque la solitude qu'elle a ressentie lorsque Stromae était en dépression. Elle dit ne pas avoir su comment exister à ses côtés sans s'effacer. Elle confie avoir honte d'avoir trahi ce qu'ils avaient construit. Elle ne parle pas longuement de Julien, mais laisse entendre que la relation n'a pas duré. Mais ce qui bouleverse le plus, ce sont ces lignes. « Ce n'est pas toi que j'ai trahi. C'est la promesse que j'avais faite à la version la plus pure de moi-même quand je t'ai dit oui, devant Dieu et nos proches. Et cette dernière phrase, tu m'as offert un amour que je n'ai pas su honorer. J'espère que ta lumière brillera malgré ma nuit. » La réaction de Stromae, ni vengeance, ni pardon, juste silence. Stromae lit la lettre, une fois, 2 fois, il pleure. Mais pas de haine, pas de soulagement, un profond apaisement mélancolique. Il ne répondra jamais, pas par cruauté, mais parce qu'il n'a plus rien à dire. Il a déjà tout transformé en musique, en mots, en silence. Il n'a pas besoin de continuer cette correspondance avec le passé. Il range la lettre dans une boîte, avec quelques photos, des dessins de leur fils et les paroles manuscrites de Formidable. Il ferme la boîte et ne l'ouvrira plus. Une nouvelle vie, père avant tout, aujourd'hui, Stromae se consacre à son rôle de père. Il emmène son fils à l'école, cuisine pour lui, l'emmène voir des expositions, joue de la musique avec lui. Il parle peu du passé, mais transmet des valeurs claires. Honnêteté, écoute, pardon. Dans une interview donnée à un podcast belge, il dira « Mon fils m'a appris à aimer sans attendre. C'est lui qui m'a réappris la confiance. Il vit sobrement, loin des projecteurs. Il décline les grandes scènes, refuse les festivals commerciaux. Il participe à des ateliers d'écriture avec des jeunes, compose pour d'autres artistes, discrètement. Il a retrouvé le goût du simple. Une rumeur d'amour, lumière au bout du tunnel, début 2027, une rumeur circule. Stromae aurait retrouvé quelqu'un, une femme discrète, professeure d'art plastique à Liège, rencontrée lors d'un atelier avec des enfants. Les médias s'enflamment, mais Stromae garde le silence. Ce que l'on sait, il est souriant. Il voyage à vélo, il joue de la guitare dans un parc. Il écrit de la poésie. Un de ses amis confie « Paul n'est plus Stromae, et c'est la plus belle victoire. L'ultime leçon, la résilience par la création, ce que cette histoire tragique aura prouvé, c'est que la douleur, si elle ne tue pas, peut devenir un levier de création sublime. » Stromae n'a pas répondu par la violence. Il n'a pas utilisé les médias pour humilier. Il a écrit, chanté, pleuré, guéri. Et surtout, il a tendu la main à d'autres cœurs brisés à travers son œuvre. « J'étais ton roi, t'étais mon crime. Aujourd'hui,
il est son propre royaume. Conclusion. Une fin ouverte, une paix intérieure, ce n'est pas une fin heureuse au sens classique. Stromae a perdu quelque chose d'immense, mais il a gagné une vérité plus grande encore, celle de son humanité. Il a appris que même les plus belles histoires peuvent être ternies, que même les artistes les plus brillants peuvent être brisés, mais aussi qu'ils peuvent se reconstruire, aimer à nouveau, vivre autrement. Et cette vérité, il l'a transformée en art.